Bonjour et bienvenue sur nos rendez-vous mensuels de design et collectivité, une communauté d'entraide pour échanger sur notre carrière en design et en innovation sociale. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions suivantes. Comment préparer sa candidature pour des offres d'emploi? Comment construire un portfolio? Quels sont les différents métiers du design social? Et si on parlait de prototypage et des dernières phases dans le processus de design? Donc, comme on est dans un format participatif, je vous invite à travailler sur la première question qui est comment préparer sa candidature pour des offres d'emploi. Donc, chacun peut ajouter des petits post-it en appuyant sur le bouton plus. Et voilà. Hop. Erika, Ouais. j'ose pas parler. C'est trop bien. Je pense que je vais avoir plein de trucs à dire parce que, enfin, d'un point de vue des étudiants, en fait, c'est très rigolo. Comment dire? Je fais du suivi d'étudiants en M2 sur des portfolios. Et du coup, j'ai fait la première session, je sais pas, il y a un mois, et là, je fais la deuxième dans une semaine. Et du coup, ça m'a permis de voir toutes les questions qui se posaient, etc. Et des questions que, en fait, j'avais plus du tout en tête parce que ça fait longtemps que je me les pose plus, quoi. Et c'était assez... Enfin, du coup, je pense que je vais avoir plein d'éléments à te donner. Et j'en ai renvoyé plein sur tes articles. J'avais fait, allez voir Design des collectivités, c'est trop bien. Voilà. Ah, trop bien. Et ils étaient contents d'avoir ces ressources, du coup. Des trucs écrits, tu vois, et pas que mes conseils oraux. Trop cool. Voilà. Bah, merci Maëlle, ça m'intéresse beaucoup parce que je dois envoyer la trame sur... je suis en train d'écrire un livre justement sur comment on conçoit un portfolio et un book en design. Et du coup, ça Ouais. m'intéresse Maëlle parce que du coup, si tu es d'accord, bien sûr, je pourrais te faire des verbatines dans l'ouvrage, Mm. te citant en fait Carrément. comme En fait, contributrice. ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte qu'ils se projetaient, enfin, qu'ils justement se voyaient toujours comme des étudiants, mais en même temps, ce qui est normal parce qu'ils sont entre deux. Mais par exemple, ils étaient dans leur tête, il fallait qu'ils sachent tout faire et que, euh, tu vois, par exemple, il y a une étudiante qui me montre un de ses projets et elle, tu sens qu'elle a plus un profil designer de service en amont sur la réflexion, etc. Et sur le management d'équipe. Et elle montre une 3D, elle dit ah mais cette 3D c'est pas moi qui l'ai faite. Par contre, il faudra absolument que je la refasse, etc. pour la laisser dans le portfolio. Et moi j'étais super choquée. Je me disais mais alors déjà non parce que probablement dans ta vie tu ne feras plus jamais de 3D. Et ensuite c'est très bien de savoir travailler avec d'autres personnes. Enfin ça c'est aussi un élément que tu peux valoriser. Mm. Et du coup c'était marrant de voir comme ils ont tu vois, ça c'est un élément important de se dire comment tu valorises ton profil singulier et pas juste comme un étudiant touche à tout qui doit savoir tout faire. Mhm. C'était ma grande réflexion. Ah bah, c'est cool. Ça, c'est intéressant puisque du coup, dans les articles que j'ai écrits toujours sur le design et collectivité, hein, dans les études de cas, en fait, je sais plus s'il y en a 4 ou 5, ils sont nombreux, hein. Les 5, en fait, sauf la première étude de cas où c'est une seule étude de cas, en fait, les 5 autres se suivent. C'est-à-dire que tu en as la première où c'est travailler sa vision, la deuxième, c'est comment tu valorises tes compétences. Après, comment tu structures ta communication, ton book, et après, c'est comment... C'est pas totalement le réseau, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus de quoi parle le dernier article, mais c'est justement ça, parce que je pense que la vraie problématique, c'est que tu as l'impression que quand tu sors d'études, tu es designer. Sauf que ça suffit pas pour trouver, on va dire, un emploi, surtout si c'est dans l'innovation sociale. C'est pas assez précis.
Alors, je vous propose qu'on commence à échanger sur ce qui a marqué. Je te remercie beaucoup, ça va être vraiment génial pour les personnes qui pourront réécouter aussi cette rediffusion. Alors, avoir une page LinkedIn claire. Est-ce que tu vas apporter des petites précisions? Je ne sais pas qui a mis le post-it. C'est moi. Alors, c'est un peu compliqué quand, par exemple, tu es un peu un touche-à-tout et que tu as plusieurs diplômes dans plusieurs domaines de compétences, tu vois. Et en général, quand tu cibles une offre d'emploi, il vaut mieux avoir une ligne de conduite et un profil qui soit clair, d'harmoniser, on va dire, ton profil. C'est plutôt ça que je le voyais, et ce qui est un peu ma difficulté. Pas partir dans tous les sens, mais avoir vraiment voilà, mettre en valeur, je crois, plutôt la grande force, et le reste, ça va être plus des outils, enfin, je sais pas comment dire, un couteau suisse, quoi. Mais dans un couteau suisse, il y a plusieurs outils, ils sont tous regroupés dans un, tu vois, dans un objet, et identifier l'objet principal. Je sais pas si c'est clair. Oui, non, j'ai bien capté. Je pense que ça vient aussi du fait que il faut, je pense, s'analyser pour savoir si on est généraliste ou spécialiste. Parce que clairement, si tu es généraliste et que tu as un touche-à-tout, du coup, il vaut mieux mettre en avant ce côté touche-à-tout, mais en identifiant pourquoi tu veux toucher à tout. Je donne un exemple concret. Est-ce que quand tu touches à tout, c'est pour expérimenter sur différents médiums ou il y a des personnes qui pensent l'accessibilité, par exemple des parcs, et pour ça, bah, tu as besoin de faire de l'espace, de la communication, de la signalétique, parce que ton but, c'est que l'usager ait accès au parc de la meilleure façon possible. Du coup, tu as tendance à être généraliste en termes de compétences. Trop cool. Faire le point sur ce qu'on cherche exactement, j'adore. Bon, bah, c'est un peu l'objet de ce qu'on travaille toutes les deux, quoi. Non, mais en fait, tu peux pas postuler à un truc si tu sais pas à la base que tu cherches, quoi. C'est un peu bête à dire, mais Alors, je précise, Joachim, pas que tu me prennes là, c'est vraiment parce que je viens d'un autre secteur d'activité et que je connais mal le vôtre, et pour postuler, ben, il faut déjà identifier, faire ton diagnostic, comprendre qui tu es, vers quoi tu veux évoluer, tu vois. Enfin, voilà, c'est ça ce que ça veut dire, en fait, tout simplement. Dans la même veine, bah, bon, moi je suis un peu obsédée par ça, hein, j'avoue, hein, sur établir un peu une vision de son métier. Parce que pour moi, c'est ça qui permet de définir ses singularités, c'est de comprendre en quoi on est singulier, qu'est-ce qu'on va apporter pour par la suite arriver à le faire hein, concrètement. Du coup, je vois qu'il y a aussi d'autres post-it, pardon. Identifier des secteurs d'activité, savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas faire, ça c'est important aussi. Et il y a marqué connaître ses points forts, analyse, prototypage, dessin. Ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que quelqu'un veut bien expliquer un peu ou compléter? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, la petite expérience d'avoir vu pas mal de portfolios d'étudiants, je me rendais compte qu'ils avaient tous des profils très différents et très chouettes, mais avec pas du tout les mêmes points forts. Et il y en a où c'était, mais tous dans l'UX en fait, enfin, ce que eux appellent UX, que moi j'appelle design de service. Et il y en a qui étaient très forts, par exemple, en dessin, en réalisation, dans la partie développement et idée. Il y en a qui étaient très forts dans la partie analyse. Et en fait, il n'y avait pas de... c'était pas grave, l'un et l'autre. Même si eux le voyaient comme quelque chose de péjoratif de pas avoir encore tout, l'autre partie aussi, quoi, on va dire. Et au contraire, moi, j'avais plutôt tendance à leur dire, mais maintenant, vous êtes à la fin de vos études, donc en fait, vous avez le droit de vous dire, moi, mon truc, c'est l'analyse, et en fait, je suis forte là-dedans, et j'y vais, quoi.
Et donc, ça veut dire d'avoir un portfolio qui ressemble à ça. Un portfolio de quelqu'un qui a plus un profil amont, analyse, jusqu'à l'idée, etc. C'est quelqu'un qui va montrer beaucoup plus de parties méthodologiques, d'enquête, d'outils, etc. Tandis que quelqu'un qui est plus dans un profil développement, enfin design, entre guillemets, un peu plus traditionnel, il va plutôt montrer des choses liées à, je sais pas, aux ergonomies d'objets ou là, c'est là où on voit que je fais plus un profil analyse, mais plutôt voilà, la partie formelle et la partie concrète, usage, objet fini, etc. Et je trouve que c'est assez déterminant pour savoir quel type de travail on veut faire, en fait. Totalement. Je trouve Et que pour se valoriser aussi, enfin se mettre en avant. Oui, parce que en fait, je trouve que en plus, généralement, on donne pas les codes de lecture du portfolio, ce qui fait que les personnes, par exemple, qui sont beaucoup dans la recherche, dans du terrain, ils vont être dévalorisés s'ils expliquent pas que c'est leur processus et qu'ils passent pas mal de temps à nourrir cette étape-là. Et au contraire, ceux qui sont sur du prototypage, on va leur dire non mais vous, il y a que le produit fini qui vous intéresse. Donc, Ouais, c'est clair. ouais, c'est un peu bien se mettre en valeur. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ça veut pas dire exclure le reste ou dire qu'on n'a pas envie d'y tendre, mais c'est plus. Enfin, moi, je vois même chez les seniors, il y a ces deux types de profils qui existent et voir, c'est même très chouette qu'ils bossent ensemble. Enfin, en fait, ça se complète et c'est pas du tout dévalorisant, au contraire, quoi. De toute façon, c'est impossible d'être excellent sur tout le processus. Notre processus, il est trop large. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est vrai que par exemple, là c'était intéressant vu que j'avais fait un webinaire et on avait identifié différents types de profils de designers. Et par exemple, si tu as un profil exécutant, tu vas être très doué pour faire les choses en fait. On va dire, tu as une tâche, tu l'exécutes vraiment de façon super. Par exemple, tu dois dessiner un plan, il va être très bien fait ton plan. Si tu as un profil, par exemple, stratégique, en fait, dans les faits, en termes d'exécution, c'est sûr qu'il y a meilleur que toi. Mais en termes de stratégie, tu vas être super fort pour penser, dénouer le projet, structurer les orientations. Si tu as un profil, par exemple, artisan, là, tu as envie de mettre les mains dans le cambouis et travailler la matière. Donc, c'est vrai, les matériaux, par exemple, vont être ton expertise si tu es en design produit, ou la typographie, par exemple, si tu es en graphisme. Et le troisième profil, non, le quatrième, exécutant, artisan, stratégique, réflexif. Le réflexif, il a tendance à se comporter un peu plus comme un designer de service, c'est-à-dire qu'il fait de la gestion de projet, donc de l'accompagnement de projet. Donc lui, il a tendance à beaucoup accompagner, aider, épauler les personnes. Et ça, c'est un autre profil parce que ça devient un métier à part entière, on va dire. Et je vous propose du coup de passer à comment construire son portfolio. Moi, je passe, ça n'existe pas dans mon domaine. Maëlle, tu m'apprendras. Oui. Ok. Moi, tu me fileras des trucs. Bon, t'inquiète pas, j'ai déjà sélectionné. Enfin, j'ai déjà une mentor qui va m'accompagner là-dessus. Et la prochaine fois qu'on se rencontre, je veux bien des petits tips. Mais moi, je suis un peu, en ce moment, je suis en mode version 0 du portfolio, quoi. Je suis là, genre, j'ai la flemme. J'ai envoyé mon CV et 3 projets, et 2 projets sur un PDF. Tu sais, ça peut être un parti pris. Ça me gave les books maintenant. Ben, soit tu mets sur ton site internet. Alors Virginie, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est que en gros, le portfolio, c'est un outil de valorisation. Je pense que toi, dans ton domaine, tu as peut-être d'autres outils ou moyens de se valoriser, peut-être dans le domaine de la recherche. Et peut-être que tu as des astuces ou des conseils qui pourraient aussi être transposables sur la conception d'un book, par exemple. La dernière fois que j'ai fait un book, je crois que c'était à 25 ans là, en art. Mais après, c'est intéressant parce que, en fait, le book, il est intéressant quand tu as des projets. Si tu n'as pas de projet, bah, le book, c'est pas l'objet qu'il faut. Tu vois, ça veut dire que comment tu fais Enfin, je sais pas, Erika, je parle je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, je dirais, si t'as pas de projet, c'est plus un CV, mais un CV élargi.
Euh, Alors, je suis en train de Mais alors, prendre une petite- après, ça peut être à peu près tous les projets que tu as fait, même en milieu associatif. Ah oui, complètement. Bon, ben, il y a quand même des trucs. Je devrais trouver Ah, pour en avoir t'as un. fait des choses alors. J'ai quand même fait En des fait, Ah, Ben moi, qu'est-ce que je fais? On invite la presse et puis voilà, ils écrivent un article, je sais pas, on fait un vernissage, on invite les gens dans l'université ou dans le quartier, je sais pas, voilà. Prends-moi la tête. alors, je vais vous partager un petit truc parce que sur les books, en fait, c'est parce que pour moi, je pense qu'on pense pas le book de la bonne façon. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il faut avoir des projets pour faire un book. En fait, non. En fait, un book, ça sert à attester de notre vision et de nos compétences. Donc, tu as forcément une vision et des compétences. Donc, tu peux faire un book. C'est qu'en fait, c'est pas les projets que tu es censé montrer, mais démontrer tes compétences et ta vision avec tes projets. Et du coup, c'est pas la même chose. Parce qu'en gros, que tu aies fait une chapelle ou que tu aies fait une chaise, dans les faits, on s'en fout. À part si ça a vraiment un intérêt particulier. Mais concrètement, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que tu sais, par exemple, modéliser, je sais pas, la chaise en 3D, est-ce que tu sais la prototyper? C'est ça qu'ils veulent voir dans les faits. Et c'est ton parti pris et ce que tu souhaites qu'on se voit. À part peut-être sur certains domaines bien spécifiques qu'ils ont une exigence. Mais si je vous partage un petit truc, je sais pas si... Alors attendez, je vais synchroniser un truc pour que vous puissiez voir. Dans l'article sur les différents... Enfin, sur la constitution d'un book, en fait, il y a plusieurs types de books en fonction de ce que tu veux montrer. Bien sûr, on a le fameux book de projet où là, tu montres que des projets. Mais, par exemple, tu peux avoir un book sur ta vision, ton parti pris, comment tu abordes les choses. Et là, tu vas pas montrer uniquement des projets en design, par exemple. Tu peux montrer des projets bénévoles, même des projets artistiques ou des expériences personnelles que tu vas illustrer avec un visuel. Typiquement, par exemple, un book de méthode. Celui-là, il est très intéressant parce que là, ton but, c'est de montrer tes méthodologies, comment tu procèdes, comment tu accompagnes des projets. Donc ça, voilà, c'est en gros illustrer et montrer tes compétences. Ça sert à ça pour moi un book. J'ai fini le moment théorique. Ah, ça c'est intéressant. Joachim, tu as mis sélectionner des projets qui illustrent notre personnalité créative. C'est ça. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus? Le concept de la personnalité créative, c'est quelque chose dont mon maître de stage m'a beaucoup parlé, parce que j'ai fait un stage de 4 mois là, à peu près du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Et c'est vraiment quelque chose qui fait la différence entre la personnalité de quelqu'un et la personnalité créative. Et la personnalité créative, ça se construit, tout comme la personnalité de quelqu'un, ça se construit avec les expériences au fil des projets. Et donc montrer peut-être que dans le portfolio, il y a eu une évolution, on est passé d'un point A à un point B, et en fait, les projets vont traduire l'évolution de cette personnalité créative, par quels moyens elle s'est construite, et c'est vraiment ça en fait. Et donc avoir un fil rouge, ça va aussi avec ce post-it, puisqu'il y a une évolution. Ça part pas dans tous les sens, on raconte peut-être une histoire, ou en tout cas, ouais, je pense que vraiment dans le portfolio, il faut raconter une histoire qui est une sorte de narration. Temporalité. Bon alors, Joachim, tu parles pas beaucoup, mais quand tu parles, c'est très bien. Ok, super, merci. Non, c'est vraiment trop classe. En plus, ce concept de... Oula, pardon. C'était énorme. Ce concept de personnalité créative, Ah non, mais c'est génial ça. il est hyper intéressant parce que du coup, je trouve que ça le montre sous un autre angle parce que c'est vrai que on est dans des métiers créatifs et effectivement, comme tu disais, on va bâtir notre créativité et c'est vrai que ça devient une sorte d'autre personne entre guillemets qui fait partie de nous, qui va se comporter d'une certaine façon. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as évoqué aussi la notion de narration. Et effectivement, je pense qu'il y a des stratégies narratives à mettre en place. Ouais.
J'aime beaucoup le storytelling et Mmh. c'est vrai que ben, pour ma soutenance, c'était beaucoup de storytelling, c'était 45 minutes de présentation et c'était un exercice qui m'a beaucoup plu et je pense que dans un portfolio, c'est quelque chose qui peut rentrer en jeu, ouais, qui peut rentrer en Mmh. compte. Ouais, mais totalement. Je pense que ça peut se traduire comme ça, par exemple, avec la charte graphique. Euh, Oui, je vous donne un exemple. Typiquement, récemment, j'avais accompagné une personne et du coup, sa charte graphique était très froide. Donc, en fait, ça traduisait une personnalité qui était plutôt calme. Mais si elle est trop froide, ça peut aussi renvoyer un côté austère. Donc, du coup, on a travaillé pour juste la réchauffer un petit peu, mais toujours en gardant la base de couleur. Et pareil, à l'inverse, des personnes qui ont une charte graphique qui est très colorée, ça peut aussi être paraître très agité. Donc je trouve que ça renvoie des choses en termes de narration et de personnalité. Et, euh, oui. et le titre de notre métier, je trouve, ou notre spécialité, est aussi un élément narratif. Plus en fait une sorte de slogan. Un peu comme on peut le voir sur une entreprise, en fait, on est une marque, en fait. Hein. On est du personal branding, donc on a notre, entre guillemets, prénom, métier, et une sorte de slogan qui dit Hey, je suis intéressant, vous pouvez venir ici, ça va être sympa. Moi, je compléterais même ce que tu dis sur la charte graphique. Enfin, du coup, j'ai mis un petit post-it. Avec le fait qu'elle doit être cohérente avec l'endroit où on veut postuler. Parce qu'en fait, si on veut postuler dans l'industrie du luxe, on va pas avoir la même esthétique que si on veut postuler dans une collectivité territoriale. Ah bah oui. Et c'est assez important parce que c'est l'image qu'on renvoie, on va dire. Mm. Tu vois, par exemple, dans les étudiants que j'ai suivis, il y avait une personne qui avait une charte, enfin, qui se destinait à aller dans l'industrie du luxe. Et sa charte graphique, elle était très belle, mais très précieuse, enfin, je sais pas comment dire, Ouais. très élaborée. Et moi, je lui disais, bah, tu vois, moi, dans mon milieu, quelqu'un avec ton portfolio, je trouverais ça très bien, mais je prendrais pas cette personne. Enfin, je te prendrais pas, quoi. mais pas parce que je trouve que ton travail n'est pas qualitatif, c'est parce que c'est l'esthétique que tu renvoies, mais pas que l'esthétique, du coup, toute la signification et tout le signifiant que ça apporte, ça correspond pas à, à cet espace-là qui est celui des collectivités, quoi. Mm. Totalement. Alors, un autre truc qui est un peu le pendant, mais en version textuelle, c'est les mots. Par exemple, dans l'UX design appliqué au domaine numérique, donc design d'expérience utilisateur, on va utiliser le mot utilisateur, justement. Nous, en service public, on utilise usager, ou parfois même bénéficiaire, ou citoyen, habitant. Et en fait, rien que ça, c'est pas les mêmes vocabulaires. Et ça nous est déjà arrivé, je sais d'expérience, que avec certains prestataires, bah, le fait qu'ils aient un vocabulaire trop Startup Nation, pour une institution publique, ça bloque. Parce qu'on n'arrivait pas à se projeter sur, nous parler de business model et tout ça, ça va être difficile de se projeter avec ce vocabulaire-là, alors que bah, dans les collectivités, il y a un budget annuel, mais on ne fait pas des business models. Est-ce que vous voyez d'autres choses? J'avais ajouté de faire un gros travail sur l'analyse de ces projets et par exemple identifier 3 points forts et 3 limites de chaque projet. Ça ne veut pas forcément dire de tout écrire dans le portfolio, mais ça permet de mieux parler de ces projets et le jour où on est en entretien, ça permet de montrer qu'on a un recul critique sur notre travail. Mm. Et je pense d'autant plus quand, pour les personnes qui sortent d'école,
où, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas tout à fait fini quand on sort d'école. On est encore un bébé designer. Et donc, le fait d'avoir... moi, je trouve ça toujours plus intéressant une personne qui est capable de dire j'ai testé ça, ça n'a pas marché pour ça, et du coup, j'ai fait ça. Et c'est plus intéressant plutôt qu'il ait un projet super fini et affirmé, etc. Ouais. Je trouve que c'est un meilleur... Enfin, tu vois, ça me donne l'impression que c'est un meilleur designer. Oui, parce que c'est ça. Même si techniquement, il n'est pas parfait, c'est parce que c'est ça qui est essentiel dans notre métier, quoi. C'est de savoir quand... Enfin, je sais pas. Non, je suis d'accord, ça montre la maturité. C'est ça. Et c'est vrai que dans le même genre, ce que j'aime bien, par exemple, faire quand je conçois un book, c'est avoir plusieurs niveaux de lecture. C'est parce que je suis une grande fan de la narration et du transmédia. Le transmédia, c'est une approche qui te permet de créer un univers cohérent autour, on va dire, d'un support. Je vais prendre un exemple très simple. Harry Potter, on va dire que tu as le livre, qui est l'univers de base. Il va se décliner sur des CD-ROM, des jeux vidéo, des affiches, des petits personnages, des films. Et en fait, il y a un univers cohérent qui est là, et il y a des renvois, par exemple, le film, on sait par exemple qu'il renvoie directement ou indirectement à telle partie du livre. Le jeu vidéo, c'est pareil, ils font des renvois entre les éléments. Et là où c'est intéressant, c'est que par rapport à ce que tu disais, ça te permet d'avoir un univers cohérent avec tes projets et une façon de les raconter qui est globale. Et donc, s'ils veulent, par exemple, en savoir plus, par exemple, sur les limites, les potentialités des suites du projet, ce que j'ai mis, par exemple, à droite, ils peuvent le faire aussi, vu que tu peux leur apporter soit des éléments supplémentaires. Et j'ai ajouté au-dessus sémiotique. En fait, l'étude du sens, hein, tout simplement. C'est plutôt pas mal parfois pour se rendre compte qu'en termes de sens, si on utilise du rouge très fortement dans notre book, ça va forcément renvoyer quelque chose dans l'inconscient qui est plus agité, qui est plus dynamique ou punchy à certains moments selon le secteur. Donc là, il faut faire aussi attention aux codes, couleurs ou aux mots qu'on va utiliser qui ne renvoient pas les mêmes choses. Alors, trop cool. Et moi, j'ai juste une petite réflexion. Par exemple, quand tu recrutes quelqu'un dans une équipe, tu vas pas forcément chercher uniquement quelqu'un qui est compétent, mais tu vas aussi chercher une personne, un caractère, quelqu'un qui est par exemple pas orgueilleux, quelqu'un qui a l'esprit d'équipe, ou quelqu'un qui est plus dans les notions de résultat. Parfois, c'est aussi une identité qui va être cohérente avec le reste de ton équipe, tu vois. Et est-ce que ça, tu vas aussi le mettre un petit peu dans ton book? Parce que dans ton book, tu dis que finalement, on comprend que dans ton portfolio, tu vas avoir énormément de choses quand tu parles de ta vision, tes missions, enfin tes projets, tout ce que tu fais. Est-ce que c'est pas aussi un lieu où on peut mettre un peu, valoriser tes forces et ta personnalité, tu vois? Ce qui, bien sûr, pourrait être répulsif pour certains, et j'ai envie de te dire tant mieux, au moins tu le sais avant, mais pour d'autres, ça peut vraiment t'attirer en disant ah, mais peut-être elle a peut-être pas tout à fait les compétences que je cherche, par contre elle a la bonne personnalité et peut-être qu'elle a du potentiel, tu vois. Oui. Non, mais totalement. Pour moi, ça fait partie aussi de ta vision dans la façon dont tu l'expliques. Et certaines personnes, par exemple, dans leur portfolio, je sais qu'ils ajoutent au démarrage, tu vois, leur CV. Et dans leur CV, parfois, il y a des traits de personnalité. Il y a savoir-être, savoir-faire, par exemple. Ouais, c'est hyper intéressant, je trouve, de l'ajouter, justement. Parce que ça va ressortir, tu vois, forcément. Alors, et du coup, valoriser aussi quand on a travaillé en équipe. Oui. Écrire avec qui on a travaillé. Ah oui. C'est super important, en fait. Et de pas... de le voir comme quelque chose
valorisant et essentiel. Parce qu'en fait, surtout dans nos métiers, on est obligé de travailler en équipe. On travaillera pas tout seul, en fait. De savoir qu'on a développé cette capacité-là, c'est une vraie capacité en réalité. On s'en rend pas compte parce qu'on a trop l'habitude, mais c'est une vraie capacité de savoir travailler en groupe et Un super pouvoir. ouais. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de le faire, on va dire, bien, correctement, efficacement. Il y a un truc que je voulais dire par rapport à ça. Faut juste que je réfléchisse 2 secondes. Ah si. Alors, si par exemple vous avez tendance à mener des projets qui sont dans des cadres différents, par exemple bénévolat, association, et après de temps en temps emploi salarié ou entrepreneur, ce qui est plus simple, c'est d'harmoniser la présentation des projets. Et même pour les projets, par exemple, étudiants, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que dans mon book, je mets pas projet étudiant. Enfin, pour moi, je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt de le mentionner comme ça, puisque ça va déjà être visible avec l'année de réalisation. Donc, si la personne met le CV en face, ou si tu lui dis que tu es jeune diplômé, ça va se voir tout de suite. Par contre, je mets plutôt commanditaire, partenaire ou avec ou partenaire en fait. Comme ça harmonise la présentation des projets en disant le cadre, le contexte et tout ça, mais en mettant pas forcément réalisé dans le cadre de mes études. Non, non, non. C'est une petite astuce. On peut passer sur quels sont les différents métiers du design social. Mais à la fin, il fait combien de pages ce portfolio? Parce que là, moi, je suis capable de t'écrire un bouquin, hein, si tu veux. Non, en fait, la subtilité, c'est que tu as plusieurs types de portfolios. C'est 5 pages, entre 5 et 15 pages, ou c'est trop? Il y a des gens qui sont fans des formats très très courts, mais de montrer, je sais pas, entre 3 et 5 projets. Non, moins, je sais plus. 3 projets. Mais il y en a d'autres qui vont montrer plutôt une dizaine de projets, quoi. Après, au-delà de 10, ça commence à être un peu lourd. On dit projet, c'est déjà pas Ouais, mal. ouais, Tu disais une dizaine de projets, je vais noter. Après, ça me paraît vraiment beaucoup 10 projets, mais en fait, tout dépend de ce qu'on appelle un projet, en fait. Oui. Là, par exemple, ce qu'on peut faire, généralement, ce que je conseille, c'est en gros d'avoir une dizaine de pages et de faire un teaser. En gros, le but, c'est que la personne, elle a envie de te voir. Si tu lui balances tout, elle aura plus envie de te voir, elle a tout sous les yeux. Ah oui, c'est vrai, bah ouais, t'as raison. Mais moi, j'ai jamais compris ce truc-là, Erika. Je suis désolée, Ouais. je t'interromps. J'ai jamais compris ce truc-là de teaser. Je sais qu'on a été formés comme ça, mais j'ai jamais compris, même à l'époque. Parce que, en Parce fait, que je me dis, si tu reçois que un morceau, tu te dis que c'est tout, quoi. non, ça dépend comment c'est fait. En gros, je t'explique. À la base, le teaser, c'est qu'en gros, tes projets, par exemple, tu mets un projet par fiche où tu sélectionnes vraiment un gros projet à développer et les autres, tu les expliques. En gros, ce type de boucle-là fonctionne bien si, par exemple, tu as un site internet derrière pour faire des renvois ou des choses comme ça. Comme ça, tu as l'intégralité de l'autre côté. Ou sinon, pendant l'entretien, toi, tu as les projets plus développés où tu as tes livrables et tu peux leur montrer. C'est qu'en gros, dès le départ, tu leur dis que c'est une sélection de projets. Et comme la structure est pas la même, vu que le but, tu vois, enfin, dans ma conception toujours, hein, le but, c'est pas d'étaler le plus de projets, mais de montrer tes compétences. Une fois que tu as montré que tu sais utiliser, par exemple, les logiciels de la suite Adobe, tu sais accompagner des projets, faciliter des ateliers, avoir une posture, par exemple, en termes d'immersion, à un moment, enfin, je veux dire, les compétences sont là, hein. Donc, en fait, tu dois sélectionner un projet qui valorise une compétence ou un terrain particulier. Et du coup, c'est pour ça que t'as pas besoin d'en montrer 15. Je sais pas.
ma vision. Oui, je faisais des feedbacks visuels, mais Ah, tu me pardon. vois pas. Du coup, oui. Bientôt le double écran pour Noël. Mais quand je vous entends toutes les deux, finalement, de ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs manières de créer un book, un portfolio. Et qu'il n'y a pas une meilleure manière que l'autre. Finalement, c'est comment toi ça te parle, Maëlle, comment toi ça te parle, Erika, et qu'est-ce qu'on a envie de dire et transmettre à travers ça, quoi. Ça dépend le type que tu fais, tu vois. Moi, je crée des books, par exemple, qui valorisent ta vision et tes compétences. Mais si tu fais un book de projet classique, c'est sûr que tu vas devoir caser plus de projets. Donc, je trouve que Maëlle a vraiment raison de ce côté-là, ou sinon, ça fait des garnis, hein. Ouais, en fait, ça dépend aussi parce que. Enfin, c'est complexe comme question. Parce que, tu vois, tu pourrais même mettre en l'air tout ce qu'on vient de te dire comme conseil, mais que ça marche, tu vois. C'est aussi une possibilité. Ouais. Enfin, des fois, c'est un peu difficile de définir des règles parce que c'est plus qu'il y a plusieurs manières de faire et il y a plusieurs manières qui. Mais si toi, tu fais un truc où tu es super à l'aise, où tu te dis, mais là, j'ai vraiment l'impression de montrer ce que je suis, même en 3 projets, parce qu'imaginons, enfin, du coup, tu as un profil reconversion et du coup, c'est normal que tu pas 15 projets, enfin, tu vois. Et toi, Je sais pas. Joachim, qu'est-ce que tu en penses? Sur la question du book, je sais pas trop quoi dire pour l'instant, parce que je vais refaire le mien. Donc, pour l'instant, j'écoute surtout et puis j'essaye de prendre un maximum d'informations. Mais j'aime bien l'idée de montrer ses compétences et peut-être un projet, une compétence et toujours dans l'idée de narration, montrer l'évolution. Voilà, faut qu'il y ait une certaine logique dans l'enchaînement des projets et montrer l'évolution qu'on a eue, comme je disais tout à l'heure, de la personnalité créative et de ce qu'on a fait. Montrer peut-être effectivement les limites du projet, donc avoir ce recul et montrer les compétences nouvellement acquises dans un projet, montrer comment on les a mises en place dans le projet qui a suivi. Et donc à chaque fois que chaque projet se nourrit de l'ancien. Peut-être plutôt comme ça aussi. Ouais. Ouais. Ça se Et du coup, recroise. là, tu vois, moi, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment un book. Enfin, en fait, ça correspond vachement à ton profil parce que tu as un profil de jeune diplômé. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir une chronologie, comme pour montrer ton évolution et ton positionnement en tant que designer. Mais du coup, ouais, ce serait un book, entre guillemets, chronologique en termes de narration. C'est ça. Ça, c'est intéressant. Mm. Là, les autres types de books que j'ai conçus, par exemple, ils sont thématiques pour certains. Je vous donne un exemple. Si la personne a un profil avec une double singularité, donc 2 métiers par exemple différents, en termes de stratégie, si elle mêle les deux à chaque fois, et ben en fait l'une des compétences peut passer un peu à l'as en termes de, on va dire, de visibilité. Donc là, on a structuré en mode thématique, une partie avec ses compétences en design, une partie plus avec ses compétences en marketing. Ce qui permettait d'avoir vraiment 2 pôles et des expertises fortes bien expliquées dans chaque domaine. Parce que parfois, on a l'impression que les personnes qui ont une double compétence, entre guillemets, savent rien faire parce qu'ils ont 2 métiers. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Ils peuvent très bien exercer les 2 métiers, mais avec, on va dire, cette double expertise. Biologie. Ok, trop bien. Et bien, si avec ça, on fait pas des super books. Mais finalement, là, vite fait, avec ce que tu viens de dire, pour moi, ce serait intéressant, par exemple, d'avoir un book plus professionnel, enfin, projet professionnel, où tu aurais de l'ingénierie sociale, les projets que j'ai montés, je sais pas, l'article scientifique ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et un autre plus artistique avec tout ce qui est mind mapping, championnat, tu vois, là, les illustrations, pensée visuelle et compagnie. Des choses comme ça distinctes. Alors, ça dépend comment tu veux te positionner. Parce que si tu te positionnes avec une dominante, par exemple, en facilitation, chef de projet,
Il faut que tu mettes tout avec. D'accord. Oui. Par contre, tu veux vraiment avoir un book facilitation, là tu peux séparer, et l'autre côté, chef de projet, ingénierie sociale, tu peux séparer. Ah oui, un dernier petit truc qui va vous intéresser. En termes de books, ce que j'aime bien concevoir, c'est une frise méthodologique, enfin, c'est-à-dire faire une frise méthodologique personnelle, je précise, pas design thinking ou des trucs comme ça. Et ton book, tu le structures en fonction de ta frise méthodologique. Pour avoir, par exemple, une phase d'immersion, une phase de prototypage, une phase peut-être bilan, évaluation. Et du coup, pour chaque projet, tu l'expliques de cette façon-là. Ce qui te permet en fait de structurer ta méthodologie. Je trouve que ça, c'est très valable en design de service, par exemple. En design de produits, par exemple mobilier, je trouve que c'est moins valable parce que là, tu as plus besoin aussi de montrer les travaux aboutis et un savoir-faire en termes de conception. Donc, je trouve que c'est pas exactement la même approche. Mais c'est un peu l'approche que je trouve intéressante, frise méthodologique. Trop bien. Moi, je renchéris sur expliciter ses échecs et ses choix au sein d'un projet. Ouais. Justement, ne pas montrer le produit final. Enfin, en gros, les gens qui regardent le book, ils sont pas là pour acheter le produit final. Ils sont là pour travailler avec toi. Et donc, ça change beaucoup. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur le book de compétences. Mais en fait, c'est aussi montrer que cette démarche-là du design, tu es capable de la faire. Et en fait, tout au long du projet, tu fais des choix et tu abandonnes des pistes, tu testes des choses, tu vis des échecs, etc. Mais c'est normal, c'est le processus. Et ça, du coup, il faut le montrer parce que c'est très, très qualitatif. Alors que souvent, enfin, du coup, ce que j'ai remarqué, c'est, et même je me souviens de moi à l'époque, quand tu es jeune et que tu sors de l'école et que tu cherches ton premier boulot, surtout, tu te dis ah, faut surtout pas que les gens ils sachent que je me suis trompée. Alors que, au contraire, c'est ce recul-là qu'il faut comprendre pour bien comprendre à la fois les projets, à la fois les profils. Totalement. Bon, bah c'est chouette, c'est hyper riche. Je trouve qu'on a vraiment des briques intéressantes, en tout cas pour les personnes qui souhaitent concevoir un book. Joachim, comme tu si, une dernière question. Comment? Je parle beaucoup, excuse-moi. Non, Vas-y, t'inquiète. Joachim. Non, c'était moi qui voulais poser une question à Joachim. Mais non, pas Mel, au contraire, si t'as plein de ressources, c'est le moment, faut y aller. Hein. J'allais dire la question du format aussi. Oui. C'est... Tu vois, c'est dans les questions que les étudiants m'ont demandé, est-ce qu'un book numérique, est-ce qu'un book papier, enfin PDF. D'ailleurs, papier, ça pourrait être aussi le cas. Voilà. Moi, ma réponse c'était un peu, tu sais coder, non, fais un book PDF. Mais, enfin voilà. Enfin non, pas vraiment, c'est trop rapide de dire comme ça, mais c'est vrai que dans la culture des designers indus, on est plus sur des PDF, quoi. Mais on peut faire des sites internet, c'est cool aussi. Ouais. Totalement. Et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même usage. Il y a aussi, est-ce que c'est confidentiel? Est-ce que tu as envie de tout montrer sur un site internet, c'est ouvert à tous, du coup. C'est aussi une vraie question, quoi. Et je trouve que typiquement, enfin à titre personnel, je trouve que c'est toujours plus intéressant de ne pas faire juste un site internet pour montrer ses projets, à moins d'avoir vraiment une démarche de recherche ou d'explication qui est assez profonde pour apporter du contenu. Parce que sinon, tu as des plateformes comme Behance ou même Instagram, où là, c'est vraiment une place où tu peux montrer les choses. Je trouve qu'il y a besoin de nourrir un peu plus sa démarche. Ouais, je suis d'accord. Ben, c'est clair qu'un site internet, enfin tu vois, moi par exemple, qui réfléchis à un site internet en tant qu'ancien designer industriel, qui est plutôt une culture book papier, c'est parce que en fait limite les projets je m'en fiche de les montrer. C'est pas, je suis même pas sûre que je vais mettre mes projets, c'est plus pour me raconter et pour me vendre.
Et je pense que je garderai un book papier pour, ou un moyen plus confidentiel de montrer mon travail. Mais je suis pas sûre de vouloir le mettre sur mon site. Ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir de réfléchir à pas juste montrer ses projets, mais vraiment comment tu valorises tes compétences et ta vision, ton offre de service ou d'accompagnement. Et sur le format, un autre truc qui était intéressant, c'est qu'en fait, il faut penser le book, entre guillemets, la version que tu vas envoyer, parce que parfois il est trop lourd et il passe pas dans les mails, et penser la version que tu peux présenter. Parfois, ça peut être le même, mais parfois, en termes de présentation, on a conçu notre book de façon où c'est pas pratique, où tu dois passer page par page, où il y a trop de texte, où c'est pas fluide en termes de présentation lors d'un entretien s'il y a besoin de l'utiliser. Donc, je pense qu'il faut penser parfois une version où tu vas facilement le présenter et une version où tu peux facilement l'envoyer. Entre guillemets, la version médiation, donc sans toi, enfin, automédiation où le book s'autoporte, et la version médiation avec toi. Et ça, c'est un vrai truc, l'objectif aussi du book. Parce que quand je disais au début que je faisais plus de book, c'est parce que quand je réponds à des appels à marché, souvent on va demander des références projet. Ouais. Et du coup, déjà, toute ta mise en page de book, tu peux laisser tomber parce que tu vas avoir un format Word à remplir. Enfin, c'est presque ça, on va dire. Pas forcément, mais c'est possible. Et du coup, l'enjeu, c'est pas ta mise en page et ton identité graphique. Pas forcément ça. Mais ça va être d'être hyper concis et limite, tu vas mettre une photo et un petit paragraphe de descriptif parce que tu vas devoir mettre, je sais pas, 10 ou 15 références. Ou des fois, tu mets que 2 pages de références avec 2 projets un peu plus développés. Enfin, c'est plus du tout de l'ordre du book traditionnel. Ouais, non mais totalement, ça c'est intéressant. Ah, une autre astuce aussi que je vous partage, pour ceux qui répondent à des appels à projets ou des marchés publics. Typiquement, en fait, nous parfois on fait des CV qui font une page et du coup on est désavantagé parce que en face de nous on a des cabinets de conseil notamment qui vont vous sortir des CV de 3, 4, 5, 6, 7 pages avec toutes leurs références dedans, tous leurs projets, le moindre truc qu'ils ont fait. Parce qu'il y a plusieurs intervenants? Non, même pas. C'est pour une personne. C'est comme si toi, Maëlle, tu avais un CV de 3, 4, 5, 6 pages. Ok. Mais en fait, parfois... Mais parce qu'il met comment? Désolée. C'est que, en gros, pour expliquer, c'est que quand tu mets ton CV, en fait, généralement, tu sélectionnes on va dire, des missions, des choses que tu as fait. Sauf qu'en fait, pour répondre à un marché public, ce qu'ils vont regarder parfois dans le CV, c'est, on va dire, les expériences que tu as pu avoir. Donc, plus tu mets d'expérience, plus parfois ça te donne de la visibilité. Vu que c'est un outil de com aussi, ce truc-là, tu vois, qui permet de valoriser tes compétences, ton expertise, où j'ai travaillé avec un tel et tout ça. Donc c'est pour ça que dans les faits, pour certains marchés, ça peut être intéressant de ne pas faire un CV d'une page, mais 2-3 pages, tu vois. J'ai noté. En tout cas, ouais, c'est un petit conseil qui était intéressant que j'ai découvert récemment. Et franchement, je bénis la personne qui me l'a partagé. Sur le 2-3 pages? Ouais. J'ai pas entendu ça couper. Ouais, oui, pardon. Oui. Mais tu vois, moi, dans mon domaine, on a minimum 2 pages. Hein. Minimum. Hein, ouais, et puis, là, mon ancien associé docteur, là, il en a au moins 4, je crois. Hein. Enfin, tu vois, tous les docteurs, ils en ont plusieurs avec tous les articles scientifiques qu'ils ont dedans. Hein. Qui nous a menti et nous a dit qu'il fallait faire qu'une page depuis... Ah non. Ah, moi, j'ai minimum 2 pages. Hein. Mais c'est quoi ce mythe qui tourne? Mais oui. Qu'on arrive à l'élucider. Parce que moi, j'en suis à couper des trucs dans mon CV tellement c'est... à me dire, il faut absolument que c'était dans une page. Non. Et puis en plus, moi je m'amuse parce que je suis un peu créative, tu vois, mais tu mets...
tu peux mettre plein de parties complètement différentes, des graphismes dedans, enfin des frises chronologiques, des petits encarts spécifiques parce que tu as gagné tel ou tel prix, tel ou tel concours. Enfin, il faut vraiment valoriser chacun des domaines de compétences là-dedans. Enfin, tu t'éclates. Ça prend beaucoup de temps, c'est moins de temps qu'un book apparemment. Mais vraiment, Ouais. il y a un max de trucs qui est cohérent. Bien évidemment, plus tu avances dans ta carrière, tu vas devoir gicler des choses, tu vois, qui n'ont strictement rien à voir, surtout si tu cibles un métier bien particulier. Mais n'hésite pas à faire un minimum, surtout un profil comme toi, Maëlle, un minimum 3 pages. 3 pages. Un minimum. Mais tu sais, Maëlle, teste. Et les gens Ouais. Teste et vois. Non, mais c'est vrai. Mais sur les marchés publics, généralement, j'ai au moins 2 pages parce que je mets. Enfin, je mets plus de choses. Mais en fait, généralement, pendant longtemps, j'avais des descriptifs en dessous de mes expériences. Mais en fait, je les ai virés parce que j'ai plus de place quoi, en une page. Enfin, vraiment, je suis restée sur une page. Et au final, c'est pas plus mal parce que c'est plus clair quand même. Mais, ouais. Mais après, n'hésite pas. Enfin, je sais pas si tu as sélectionné, tu as un projet qui a été sélectionné. Et ça, je l'ai mis, mais c'est une toute petite ligne comme ça. Mais J'ai pas fait un gros regard en disant j'ai gagné un concours. Bah si, on valorise. Faut que tu grossisses la ligne au moins. Hein. Qu'elle soit brillante et qu'elle envoie du flash, tu vois. Déjà, j'étais trop fière de moi parce que j'ai mis des liens partout dans mon CV. Et du coup, ça fait des renvois Internet et tout. C'est la blague. Et après, tu les traques, tu sais, genre, d'où viennent vos utilisateurs sur Internet. Et là, tu vois qu'ils viennent de ton CV. C'est ça. Le trafic de fou. Non, mais c'est le moment où des trucs que j'ai fait il y a 10 ans, je me suis rendu compte que c'était toujours sur Internet. J'étais là genre, waouh, mais c'est trop bien, j'ai un article de moi il y a genre des années où je disais que j'étais designer d'objets, quoi. Quand est-ce que j'ai dit ça? Voilà. Je vous propose de passer à quels sont les différents métiers du design social. Donc, juste ici, bon, je vous ai un peu facilité le travail en mettant une classification. Il faut que je fasse cet article. Un jour, il sortira. Mais j'ai une classification un peu des métiers de l'innovation sociale et ça vous permet peut-être d'ajouter quelques métiers en exemple et on pourra voir comment les classer. Et ouais, t'as raison, faut faire de la place, vu qu'il y a du métier dans concevoir. Bon, moi, je mets un peu au pif, hein, mais je participe au moins, tu me dis. Ouais. Tu pourrais essayer de voir où tu te situes en tant qu'ingénieur social. Voir où tu te mets. Moi, j'ai intéressant. Attends. À conseiller. Trop forte. Et t'as vu, je me suis pas plantée, alors c'est juste. Mais ouais, si, c'est là. En tout cas, dans ma classification, c'est là. On a pigé à force de travailler ensemble. On a pigé où je me suis dit. Trop fort. Allez, je vais mettre designer de service partout. Désolée. On est là. Mais c'est vrai que dans les faits, il y a pas mal de profils qui sont un peu partout aussi. Mais ils ont une dominante dans un côté. Ben, ouais. En fait, tout dépend aussi, tu vois, la partie concevoir, moi, je la trouve très complexe. Et je trouve qu'on pourrait la diviser. Bah, divise. Parce que, est-ce qu'on conçoit quand on dessine une forme, un plan, une ergonomie et tout ça? Ou est-ce qu'on conçoit quand on a une idée, un concept et on lui donne forme même si on sait que c'est pas sa forme définitive? Pour moi, là, je parlais en conception dure. Hein. Derrière, ouais. ça accouche d'un. Alors, le designer de ça, mais c'est là. Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, je les mets dans conseiller.
ceux qui ont des idées, qui te proposent des choses. Ouais, mais tu vois, des fois, on va jusqu'à du prototypage, Ouais. mais du quick and dirty, tu vois. Pas de. Enfin, du coup, on pourrait dire plutôt de la maquette, en fait. Faut qu'on arrête de dire prototype parce que c'est pas maquette. Si on veut être précis. J'ai du mal à écrire des Mais textes. c'est pas du conseil. Enfin, si, c'est du conseil. En gros, là exactement, il y a une partie de conception, une petite partie de conception. Mais dans les faits, c'est que pour moi, en fait, on situe tous à différents degrés. Mais par exemple, le design, sa dominante est dans la conception. Tu vois? Donc je le mettrais plus dans concevoir à la base, on est des concepteurs. Alors que d'autres, comme par exemple les chercheurs, oh, j'ai du mal hein, aujourd'hui. Hein. Vous voyez pas, mais hey. Et quoi? Vous voyez pas ce que j'écris, mais hey, il y a des trucs qui ont du mal à sortir. Alors, Ça va? ouais, mais vous avez pas vu, c'est pour ça que j'ai du mal à écrire chercheur. J'ai trop bugué. Ça, regarde, si je fais ça, j'aurais fait ça, comme ça. Désolé mon petit gars, mais design de service. Ton but, en fait, c'est la finalité. La finalité du designer de service, c'est de concevoir. L'architecte conçoit aussi quelque chose. Le C'est vrai. il facilite. Est-ce que le conseil est conseil? Mais oui. Mais je vais dire consultant en innovation juste pour pas redire. Non, mais en vrai, c'est vrai. Vas-y, je vais détailler quand même. Parce que sinon, on va avoir l'impression qu'on se moque du monde. Tu vois, par exemple, le chef de projet, en fait, dans les faits, c'est lui qui coordonne. Et on a tout ce qui va être les directeurs, les fab managers. En gros, c'est quoi la finalité du métier? On a les médiateurs culturels. Mais qu'est-ce qu'un fab manager? Oh là là, mais c'est trop stylé. Moi, je sais pas. Hein. Alors, si tu dois savoir, Maëlle, c'est plus que c'est moi qui... C'est la personne qui dirige le Fab Lab. C'est, Ouais, coordonne. ouais, c'est ça. Mais c'est, tu vois, le manager du Fab Lab. Il s'appelle Fab Manager. Ah, on a les coachs. Joachim, ça va? Tu restes parmi nous? Ouais, j'en ai mis juste un pour l'instant. Non, mais là, tu devrais dégainer par rapport à moi, là. Ouais. Dans ton champ de compétences. Là, on est large, hein, Virginie. On est vraiment très large. Il y a de tout dedans. Il y a vraiment, dans l'innovation sociale, il y a plein de métiers. Ah, les formateurs. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a des formateurs qui facilitent. Et parfois, ils sont un peu comme, comme les chercheurs, tu vois. Ils conseillent parfois. Ça dépend où tu les positionnes. Mais en gros, pour moi, dans ceux qui coordonnent l'innovation, il y a tous ceux qui sont très doués pour, on va dire, manager ou impulser des projets, les coordonner, les structurer. Ce sont typiquement des profils qui vont avoir tendance à donner une vision. Leur objectif pour eux, c'est de donner des grandes orientations et structurer par exemple les équipes ou les structures d'innovation. En gros, ils font beaucoup de gouvernance et parfois ils gèrent des communautés ou des équipes, ça dépend de l'échelle. Donc ils coordonnent. Les conseillers, ce sont ceux qui vont en fait, entre guillemets dans notre phase de design, aller jusqu'à la partie préconisation généralement ou conseil sur comment vous devriez faire. Donc dedans, tu as tous les cabinets de conseil, d'organisation, qui n'ont pas des capacités de concevoir, on va dire, ce qu'ils conseillent, on va dire, de façon concrète. C'est pour ça que dans facilité, on a les facilitateurs, les formateurs, les médiateurs culturels, parce qu'en fait, ils facilitent un processus de pensée où ils font un intermédiaire en fait entre deux
Et les coachs aussi, parce qu'ils vont faciliter, par exemple, le travail d'innovation. Et ceux qui conçoivent vraiment, on va dire, il y a les designers, les architectes, les développeurs, parce que, en fait, ils codent, hein, donc ils conçoivent quelque chose. Les assistants à maîtrise d'usage, effectivement, ils ont une partie où ils peuvent concevoir des choses aussi. Maître d'œuvre aussi. Designer intégré. Ouais, je valide. Et les... Je peux Ouais, poser une question bête. bien Ça sûr. existe des profils qui finalement sont un peu hybrides et ont des compétences dans chacun des domaines? Oui, parce qu'en fait, dans les faits, on a tous une dominante. C'est pour ça que... Alors, j'aime bien l'exemple qui dit que, par exemple, si tu as mal au dos, tu peux aller voir un kiné. Il va te faire, par exemple, bouger et tout ça, des mouvements du corps. Tu peux aller voir un ostéopathe, qui va peut-être travailler plus sur tes os. Tu peux aller voir un chiropracteur, ou tu peux même faire de l'hypnose. Donc, pour résoudre ton problème, tu peux aller voir, on va dire, ces différents spécialistes. Ils vont amener une approche et un regard différent. C'est juste qu'on a tous une dominante. Nous, en design, on a une dominante de conception, donc on est obsédé par concevoir un truc, hein, c'est vrai. Hein. Les facilitateurs, eux, ils ont une obsession généralement pour faciliter l'intelligence collective, et tu peux te situer un peu partout. Par exemple, si tu es chef de projet, tu vas bien sûr coordonner, tu vas conseiller les personnes, tu vas faciliter des temps de travail, et tu peux être amené à concevoir, par exemple, des maquettes et des prototypes. Mais tu peux avoir une dominante sur de la coordination. Ça va, je vous perds pas. Ça va. De toute manière, tu vas faire un écrit, donc ça va aller. Ouais, il faut que je me dépêche de le sortir. Et c'est pour ça que, par exemple, quand vous voyez une offre d'emploi, c'est un peu comme ça qu'il faudrait idéalement essayer de checker. C'est voir si vous, votre profil, il est plus fort, par exemple, sur la partie facilité, où c'est ce qui vous intéresse le plus. C'est voir s'il y a plus de missions ou pas mal de choses autour de la facilitation. Parce que sinon, ça veut dire que peut-être que vous avez plus une dominante de coordination, genre faire en sorte que les partenaires soient impliqués dans le projet. C'est pas pareil que faciliter des ateliers, des temps de travail et tout ça. C'est un peu une sorte de petite grille d'analyse en fonction de votre profil. Mais on est tous, on n'est jamais vraiment que sur un truc. En tout cas, pas en innovation sociale. Hein. C'est comme en fait, tu as une main gauche, une main droite, quoi. Grosso modo, tu as plusieurs mains gauches et tu as toujours une droite dominante. C'est ça. Oui. Et formateur, tu le mettrais dans facilité plutôt que conseiller? Il est dans les... Ça dépend en fait, l'objectif. C'est comme les chercheurs. Il y a des chercheurs qui vont faciliter, il y en a d'autres qui vont conseiller. À la base, je le mettais plus dans conseiller, naturellement. Ouais, moi aussi. Donc on peut le bouger. Et les ergonomes, j'ai vraiment un souci pour les caser, vraiment. J'ai les mettre dans conseiller, en fait. Même si certains conçoivent des trucs. Mais... Ah ouais? Toi, tu les mettrais dans quoi? Dans concevoir, je pense. Bah ouais, mais j'ai du mal. Je sais pas trop. Ça dépend, en fait. Enfin... C'est vrai qu'ils sont moins dans la conception que nous. Mais... Où j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de préco, en fait. Oui, bah c'est ça, en fait. C'est qu'en gros, ce que je connais, ce sont des ergonomes du travail. Donc eux, ils sont vraiment plus dans du conseil, de l'adaptation, par exemple, du fauteuil, de l'environnement de travail. Donc ils vont pas concevoir de nouvelles choses. Par Mais contre, j'ai vu des ergonomes... Ouais, désolée. non, t'inquiète pas. Ceux qui sont sur du bâtimentaire sont plus dans de la conception, par exemple. Ce que j'allais dire, il y a des ergonomes aussi dans l'UX numérique. Ouais, c'est vrai. Ils font des écrans, quoi. Alors attends, tu sais quoi, on va préciser cette fameuse ergonomie. Bah, c'est comme avec les ingénieurs, en fait. Ouais. Bon, pour pas qu'on finisse trop tard, même si j'adore vraiment parler avec vous, c'est trop bien. On va passer sur la question en dessous, sur le prototypage et les dernières phases de design. Je ne sais pas si c'est l'un d'entre vous qui avait posé cette question ou pas. Je sais pas. Non, pas moi en tout cas. Non. Bon, alors du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de donner peut-être un conseil ou une astuce sur le prototypage
Comme ça permettra quand même d'avoir des éléments de réponse. Et si la personne participe la prochaine fois, on pourra compléter un peu plus de façon plus précise. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, j'ai l'impression que la personne, ce qui l'intéressait, c'était peut-être d'avoir des conseils sur comment on fait du prototypage et sur la tête, peut-être évaluation, développement du projet. Je le traduis comme ça, sachant qu'il y avait marqué le prototypage et les dernières phases du projet. C'est une traduction littérale. Ok. Peut-être une astuce. Il faut déjà que ton projet il arrive jusqu'à la phase de prototypage Et bah, et de développement. Oui. C'est pas une blague quand je dis ça. Non, mais c'est un vrai oui, je te dis. C'est la vraie vie. C'est genre. C'est du vécu, là, mon oui aussi. Moi, perso, j'ai bossé en collectivité. Hein. Oh, punaise, ouais, alors là, ouais. Quand chacun ramène son grain de sel et à la fin, finalement, ça fait plouf. Bah, c'est que du coup, il y a beaucoup de phases amont et. C'est hyper Mais parfois, parce que politique, ta je crois. compétence. Mais parfois même pas. C'est juste que ta compétence te permet pas de faire. Tu vois. Si tu es un donneur d'ordre, tu peux très bien faire de la politique publique. Mais la politique publique, tu peux. Enfin, tu vois. Tu peux faire du test, mais. Je sais pas. Enfin, ça dépend. Ce qu'on appelle prototypage, en fait. Je dirais de pas. Je dirais concevoir l'idée, on va le faire soft, hein, parce que en collectivité, on va dire, on n'est pas sur du gros prototypage comme en design de produit ou là tu vas, ou même en architecture normalement. Ouais, mais tu vois, j'ai vu des gens qui faisaient qui prototypaient des espaces d'accueil et tout pour Oui. Après, en tant qu'intégré, c'est encore différent, mais t'as pas les mêmes missions que les prestats. Mais... Oui, parce que pour moi, c'est, comment dire, dans les faits, pour moi, ça, c'est du vrai prototypage. Ouais, alors attends, parce que il y a le prototypage rapide. Là, quand je disais ça, c'était plus par rapport au prototypage rapide. Alors attends, je vais préciser ici. Parce qu'effectivement, pour moi, oui, quand tu prototypes, par exemple, un aménagement d'accueil, que tu testes vraiment, en gros, quand tu fais un test vraiment d'usage, oui, là, tu es sur un prototype beaucoup plus élaboré. Mais en fait, ça arrive que dans les projets, on n'arrive pas à ça. Où on est juste, on va dire, au prototypage rapide pour avoir un arbitrage, pour après que ça soit développé direct, on va dire, par d'autres services potentiellement parfois. Et j'essaie de militer un peu pour essayer de prototyper ou maqueter dès le départ du projet. c'est bien ça. De quoi? J'ai pas bien entendu. J'ai dit c'est bien ça. Ouais, on aime bien. Hein. Parce que j'ai l'impression que parfois, ton projet aurait 1000 fois plus d'impact si tu montres à ton commanditaire que ça marche pas, son idée. On est tous d'accord et on avance. On améliore le truc, mais parce que du coup, parfois, t'as des relents de non, on aurait pu faire comme ça, hein. Mais comment tu montres à un commanditaire, parce que ça m'est déjà arrivé, tu vois, Ouais. je devais faire le diagnostic et en plein diagnostic, je me suis rendu compte qu'en fait, son projet, l'idée était bonne, mais le projet n'était pas réalisable dans les conditions. Et finalement, il a voulu quand même le lancer et bon, bah, j'ai testé, mais à la fin, ça n'a strictement rien donné, tu vois. Enfin, je me dis, mais comment la personne, elle est convaincue que son truc est méga bon et tu te dis, bah non, il y a un problème. Bon. Après, si la personne est convaincue, mais sans recul critique, là, c'est chaud. Après, tu la laisses se planter. Hein. Oui, mais sauf qu'il t'a emmené dans son délire, hein, toi, t'étais payé pour ça, quoi. Mais dans ce cas-là... Mais en interne? En externe ou en interne? Ouais, en interne.
je pense que dans ce cas-là, l'enjeu, c'est en fait, avant tout, c'est de formaliser l'idée et de voir comment tu peux rapidement la tester pour voir si ça marche ou pas. Mais parfois, la tester, c'est pas, c'est juste la représenter. Je vous donne un exemple. Disons, vous travaillez sur l'aménagement, on va dire, d'une maison. Et dans cet aménagement, il y a tout le monde qui dit non, mais il faudrait mettre ci, ça et ça dedans. Donc, bien sûr, trop de trucs pour aller dans la maison. Ben, en fait, le fait de leur montrer en mode bon, bah attends, si tu mets le lilas et qu'après que tu mets la table, donc en fait, le bébé, il dort dans la buanderie, c'est ça? Parce que il a plus de place là pour dormir. Tu vois, il y a des petits prototypages qui permettent de montrer des choses. Et après, tu as parfois besoin d'un truc un peu plus impactant pour, on va dire, une mise en situation, un test de plusieurs jours, pour montrer et débloquer, on va dire, certaines idées préconçues qu'il peut y avoir. Mais parfois, ça marche pas. Hein. Ok. Merci. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Est-ce que... Ah oui, attendez. Je crois qu'il y avait un petit post-it de Joachim qui disait prévoir des alternatives low-tech, par exemple. Est-ce que tu veux en parler pour... Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment en référence à un de mes projets que j'ai fait cette année. J'avais un double diplôme à la Design Factory. Je ne sais pas si vous connaissez la Design Factory, c'est un programme Mhm. universitaire qui propose des projets avec des équipes interdisciplinaires. Donc cette année, nous, on était 3 étudiants en design et 3 étudiants en architecture. Et on travaillait aussi beaucoup avec des ingénieurs. Et l'objectif de la Design Factory, c'est donc de travailler sur le projet d'un commanditaire, à savoir Nantes Métropole pour nous, et de créer un prototype en échelle 1 qui démontre les usages qu'on a pensé. Et la technologie qu'on devait utiliser, c'était donc de l'impression 3D de terre crue, avec des machines énormes. Sauf que les machines n'étaient pas, en tout cas les mélanges n'étaient pas encore au point. On n'a pas pu imprimer ce qu'on voulait faire et donc on a dû trouver des alternatives plutôt low-tech. On a dû faire à la main pour démontrer la pertinence de notre projet et des usages. Et la technologie qu'on devait utiliser initialement fonctionnait pas encore. Donc voilà, on a dû un petit peu adapter notre projet et notre prototype en tout cas. Ah, mais c'est trop bien. Et je Mhm. pense que ça, c'est vraiment ce qui devrait tous nous guider, tu vois, dans le prototypage, le low-tech. Et ce que je fais aussi avec les agents publics, parce que parfois, on va dire parfois, on est vraiment déjà sur l'idée de base est déjà du low-tech. Hein. Mais ça leur paraît, on va dire, trop énorme par rapport à ce qu'ils pensent pouvoir mettre en place par la collectivité. Du Mm. coup, ce que je fais, c'est l'idée idéale et la version encore plus basse qui contient quand même l'essence même de l'idée de départ. Et ça les aide généralement à se dire, oh bah quand même, ouais, si c'est juste mettre des affiches avec des petits QR codes pour que les personnes puissent faire des visites culturelles, bon bah ça va hein, quand même. Hein. Mm. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette super session. C'est toujours très agréable. J'espère que ça a été aussi de votre côté. Ouais. Oui. C'était trop bien. Mais c'est trop chouette d'avoir vu Maëlle là, revue. Et on commence à se connaître aussi les uns C'est les ça. autres. Et bienvenue dans la famille, Joachim. Ouais, merci beaucoup. Ouais, n'hésite pas à revenir. Bah voilà. Du coup, c'est cool. Si vous avez des idées aussi d'amélioration du format, n'hésitez pas. J'essaie de faire un truc participatif pour pas que ce soit moi et ma science infuse, hein, parce que c'est pas le cas. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à toi. Erika. Merci à toi. Merci à vous.